Il arrive que lorsque la crise frappe dans une entreprise, le dirigeant se renferme, par peur d'inquiéter ses équipes, ses clients ou de fragiliser encore plus la situation. Chacun réagit à sa manière, transparence pour les uns, réserve pour les autres. Entre la pression économique, les attentes des équipes, le poids du doute, comment un dirigeant parvient-il à traverser la crise, soutenir ses équipes et gérer sa propre anxiété? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, management, inclusion, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cavaillès, entrepreneur qui a vécu une liquidation judiciaire. Bonjour Damien. Bonjour Lucie. Je vais me permettre de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et à quel moment tu as compris que l'entreprise allait mal? C'était en septembre 2023, donc on avait 60% de chiffre d'affaires en moins que le même mois l'année d'avant. Et on sait que l'hiver, c'est une grosse période en termes de chiffre d'affaires, justement. Et la tendance, on a des indicateurs, des raisons de croire que sur l'hiver, on va faire aussi moins 60% de chiffre d'affaires. À ce moment-là, on a 400 000 euros de trésorerie, mais avec autant de pertes de chiffre d'affaires, 400 000 euros de trésorerie, c'est moins de 6 mois de trésorerie, quoi. Oui. Donc on sait qu'on doit faire partir des gens. Et du coup, à ce moment-là, comment tu vas communiquer à tes équipes? On le fait mal. On fait un board le matin donc à 9 h, on a un board où on parle de la situation avec les investisseurs et les actionnaires. Et l'après-midi à 14 h, on a un point avec l'équipe pour leur restituer ce qui s'est passé au board. Ce qu'on faisait d'habitude, hein, mais d'habitude, on n'a que les bonnes nouvelles après le board. Et entre-temps, on n'a pas eu le temps, assez d'espace pour en parler avec mon associé, en gros. Et donc, du coup, on arrive devant les salariés, on n'est pas hyper alignés. Et là, il y a un bon moment de déni, une bonne preuve de déni. On explique aux collaborateurs que d'habitude, les ruptures conventionnelles, on les refuse. Mais là, maintenant, on est ouvert à des ruptures conventionnelles. Ok. Et donc, quelques semaines après, il y a 2 personnes qui signent des ruptures conventionnelles. Et là, tout de suite, les gens font « Mais vous n'avez pas annoncé qu'il y avait des gens qui devaient partir ?» Si, on vous a expliqué, il y a pas assez de trésor. On vous a expliqué qu'on était ouvert aux ruptures conventionnelles, qu'on avait trouvé une solution pour la trésor. Voilà. Vous avez demandé s'il n'y a pas de licenciement. Non, il n'y a pas de licenciement pour l'instant. Et j'imagine du coup qu'après, tu es venu adapter la communication du coup. Ouais, du coup, sur cette première vague de départ, il y a mon associé qui est parti aussi. Et après, j'ai appliqué quelque chose, j'avais entendu d'un autre dirigeant qui était d'appliquer toujours 24 à 48 heures de lag, de retard. Ça implique que tu peux expliquer les choses aux salariés, sachant qu'elles sont déjà plus vraies, mais parce que c'était vrai il y a 24-48 heures. Il faut leur laisser rejouer les faits dans l'ordre pour qu'eux aussi ils aient le temps de vivre les émotions, de les traverser. Donc ça implique de faire du recul sur ses propres émotions aussi. Ouais, et ces 24-48 heures de retard, elles sont importantes effectivement pour avoir le temps soi-même de processer les émotions et de les restituer correctement, de façon digeste aux collaborateurs, quoi. Et tu nous as expliqué du coup pendant la préparation que tu avais vécu plusieurs niveaux de crise, si je peux le dire comme ça. D'abord la perte de la trésorerie, puis ensuite les procédures au tribunal de commerce. Ouais. Tu peux expliquer un peu ces phases? Effectivement, dans une entreprise en difficulté, il y a cette première phase-là où on peut aller en rendez-vous de prévention au tribunal de commerce, où on sait que la trésorerie, elle change, qu'il faut changer de structure de coût. Donc ça, à ce moment-là, tu es déjà en difficulté, c'est déjà une situation de crise. Ensuite, il y a une phase où on demande au tribunal de commerce un mandat ad hoc, donc une conciliation, ça reste des dispositifs similaires. À ce moment-là, la procédure, elle est confidentielle. C'est-à-dire on ne communique pas auprès des clients que l'entreprise est en difficulté, etc. Le tribunal de commerce ne fait pas de publication au journal officiel. Mais on peut renégocier les choses qu'on ne peut pas négocier d'habitude, donc les emprunts, l'URSSAF, les choses comme ça, quoi. Et après, la procédure, on passe du coup vraiment au tribunal devant les juges. Et là, on est soit en redressement, soit en liquidation, et la procédure, elle est publique. Tu as des dirigeants qui vont plutôt se taire et rien dire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Toi, tu as fait le choix inverse, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a ce truc-là où les dirigeants ne vont pas prévenir du tout les collaborateurs qui sont en train d'aller en liquidation. Et les collaborateurs, ils apprennent le concept de liquidation le lendemain, quoi. Mais vraiment, il faut comprendre que le jour de la liquidation, au moment où le juge il tape le marteau, l'entreprise n'existe plus le lendemain. D'accord ? Donc le lendemain, tu n'as même pas le droit, en tant que dirigeant, d'aller au bureau, des choses comme ça. La seule chose que tu as le droit, c'est d'attendre que l'huissier t'appelle pour venir saisir les clés, quoi. Donc tu as des dirigeants qui décident de ne pas communiquer du tout sur la situation-là, de ne pas anticiper du tout la liquidation, parce que ça peut leur être reproché ensuite au tribunal d'avoir communiqué.
Ok. Si les clients apprennent que l'entreprise est en difficulté, ils vont peut-être pas acheter et du coup, ça projette la difficulté. Mm. Si le partenaire bancaire apprend que voilà les situations, le partenaire bancaire s'est engagé dans une situation, dans une certaine mesure, ça peut avoir ces effets-là. Donc, de manière générale, tous ces partenaires-là qui sont au courant ou non de la procédure, toutes les parties prenantes peuvent ensuite reprocher aux dirigeants d'avoir mal communiqué de façon à détruire de façon à abîmer l'activité, quoi. Mm. Et tu as parlé on a parlé des collaborateurs, justement. À ce moment-là, comment ils vivaient la situation? Parce que, bah, forcément, chacun est différent. Comment ils le vivent? Alors, on a toujours été très transparent sur le pilotage, donc le chiffre d'affaires, qui a ramené quoi comme chiffre d'affaires, et cetera, le fonctionnement et la trésor, tout a Mmh. toujours été très, très clair. Pour pas qu'il y ait de enfin moi ce que j'avais pas aimé dans mes expériences précédentes, c'est, ben, on a levé des fonds, du coup on a plein d'argent, pourquoi on les dépense pas et cetera. Ça, chez nous, c'était toujours transparent et expliqué. OK. Mais du coup, ça voulait dire qu'ils voyaient la trésor tomber aussi. Tous les mois, ils savent combien il y a sur les comptes et cetera. La trésorerie disponible, donc ils voyaient ça tomber et ça veut dire que quand même, il y a eu quasiment 1 an où en début de mois, ils savaient qu'il y avait pas de quoi payer les salaires OK. et ensuite, c'était à eux d'aller encaisser les clients et de ramener l'argent sur le compte et ensuite on versait les salaires. Donc ça veut dire que enfin pour moi, ça me paraissait essentiel que les collaborateurs soient impliqués dans le Mmh. projet pour redresser l'activité et aller jusqu'au bout, quoi. Mmh. Et pour toi, j'imagine que ça a été, bah, forcément, difficile aussi. Comment, émotionnellement, tu t'es, protégé? Hem, alors en vrai, ça prend du temps de gérer les émotions. Moi, j'utilise un outil qui vient de la TCC qui s'appelle les colonnes de Beck, OK. qui permet de décomposer une situation pour bien gérer les émotions. Donc, un exemple concret, par exemple, je décide de changer la landing page, pour que les clients ils aient un parcours différent parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez de prise de rendez-vous, on en avait OK. moins qu'avant. Et il va y avoir des collaborateurs qui vont exprimer, mais alors pas directement en plus, qui sont pas d'accord. Et moi, je le prends vraiment comme de la résistance au changement, alors que c'est pas le bon moment, quoi. On est Mmh. vraiment dans le moment où il faut suivre le mouvement, et cetera. Et ben du coup, je prends le temps de le digérer, de prendre du recul sur mes émotions, et cetera. Et comme ça, quand je revois le collab le lendemain, bah, en fait, les émotions sont processées, je suis plus calme dans mon rapport et je peux avoir une conversation posée avec lui. Est-ce que c'est la résistance au changement? Ah non, c'est parce qu'en fait, j'aurais voulu que tu fasses ça, tac, tac, tac. Mmh. Est-ce qu'on peut rajouter ça? OK, si on rajoute que ça, ça marche. Donc finalement, tu laisses à l'autre l'opportunité de te rassurer avec sa vérité à lui? C'est ça, il y a de ça, c'est-à-dire que, moi, je vais avoir une forme d'anxiété à ce niveau-là Mmh. et en fait, cette anxiété-là, c'est ni la fuir, ni, la subir, c'est, la confronter réellement et se rendre compte que, ben, si j'avais cette impression-là, mais elle était pas vraie. Mmh. C'était une pensée OK. automatique, mais elle était pas fondée OK. et donc du coup et effectivement, on trouve cette réponse-là dans l'autre, Mmh. effectivement. Donc hyper important. Et est-ce qu'avec du recul, maintenant, tu te dis qu'il y a des choses que tu aurais peut-être pu mieux faire? Alors, il y a toujours ce décalage-là. Alors, tous les vendredis, on avait un point d'équipe où bah, chacun, bah, les développeurs disaient, nous, on a fait ça comme fonctionnalité. Chaque Mmh. fonction d'entreprise expliquait ce qu'il avait fait. Et moi, du coup, je donnais un suivi sur ce qu'on avait fait sur les procédures, sur le redressement, etc. Et j'avais beau expliquer que bah, je suis en train de vendre le site web, qu'il n'y aura pas forcément de poursuite d'activité après, que la liquidation, elle va arriver à telle date, etc. Il y avait quand même des gens qui étaient encore fortement dans le déni. Mmh. Et j'ai pas pris le temps, tu vois, j'ai fait beaucoup de collectifs et j'ai pas pris le temps de le faire en individuel à chaque fois, pour OK. comprendre bien comment chacun vit la situation. Parce que je voyais bien que chacun vivait la situation vraiment avec 3 niveaux. Il y en avait qui étaient pas stressés, ils ont Mmh. déjà été au chômage, et d'autres qui étaient complètement dans le déni, mais la boîte peut pas mourir, c'est pas possible, elle existe depuis 10 ans. Et d'autres qui étaient plutôt combatifs, Mmh. une forme de déni différente, hein, en mode ben, on va y arriver, on va le faire. Mmh. Ils veulent pas avoir de regrets de pas avoir forcé jusqu'au bout, tu vois. Donc il y a toujours un peu toutes ces émotions-là. Et c'est vrai que du coup, déjà en le faisant en collectif, moi, ça me demandait trop d'efforts de gérer ce que j'avais comme émotion en retour. Ouais. Et donc du coup, si j'avais eu plus d'énergie, plus de temps, j'aurais fait ça, de faire ça en Mmh. individuel pour être sûr que tout le monde traverse les phases au même rythme, quoi. OK. Et est-ce que du coup, bon, je pense que là, c'est un beau conseil que tu nous donnes. Est-ce que, quand même, tu aurais vraiment un conseil à donner, à un dirigeant qui vivrait, cette situation? Bah, c'est qu'au final, c'est jamais parfait. Et c'est plus important de prendre soin de soi parce que, bah, on doit rebondir après la liquidation. Mmh. Nous, le lendemain de la liquidation, on n'a pas de chômage, il faut qu'on trouve nos ressources. Donc en fait, il faut, vraiment prendre soin de soi. On n'a pas d'obligation non plus à communiquer de manière complètement transparente. Chacun trouve sa zone de Mmh. confort et le curseur, c'est de prendre soin de sa santé mentale en premier lieu.
C'est ça qui fera qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on aura donné le meilleur de soi-même auprès des collaborateurs. Si on n'en prend pas bien soin, probablement qu'on va avoir des mots en trop, qu'on va créer des frictions Mmh. et on va liquider dans des conditions où on aura des émotions beaucoup trop fortes, Ouais. beaucoup trop contraires, quoi. Bah, merci beaucoup, Damien. Merci d'en avoir parlé sans filtre. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Ressources, c'est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.